Céline Schoen, bonjour. Vous êtes journaliste et écrivaine, originaire de Strasbourg. Est-ce pour cela que vous êtes devenue une spécialiste des questions européennes? Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes à Bruxelles, où vous êtes correspondante pour le quotidien français La Croix. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un millefeuille parce que vous publiez les nouvelles feuilles de route politique pour l'Europe. C'est le sous-titre d'un livre qui s'intitule L'Europe des citoyens. C'est aussi le titre d'une ONG qui vous a commandé ce livre. Alors vous qui êtes une spécialiste, pourquoi ça ne marche plus entre l'Europe et le citoyen ? Parce que l'Union européenne n'a jamais pris en compte, je crois, vraiment le citoyen. Elle s'adresse... C'est une Union européenne qui est faite par des fonctionnaires et les citoyens européens ont un peu de mal à retrouver leur place là-dedans. Il n'y a aucune institution où les citoyens aujourd'hui ont vraiment leur place, où ils peuvent se dire ce matin je vais me lever, je vais me préparer et je vais aller parler avec des gens élus qui travaillent pour l'Europe pour essayer de dire ce qu'ils attendent effectivement de l'Europe. Et c'est probablement ce qui manque aujourd'hui et c'est ce qui ne va plus dans l'Union européenne. Pour écrire ce livre, vous avez rencontré 4 députés européens, de couleurs politiques différentes, et tous disent en quelque sorte que ça ne sert à rien d'avoir un projet formidable si on ne parvient pas à mettre le citoyen dans sa poche. Mais alors après, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien justement, on essaye d'inventer un espace, alors soit vraiment physique, soit peut-être numérique via les réseaux sociaux aujourd'hui, pour que le citoyen en fait puisse trouver sa place et que sa voix soit entendue. Et c'est une piste qui a longuement été évoquée avec ces 4 eurodéputés et sur lesquels ils sont tous d'accord, ils sont tous pro-européens. Comme vous le disiez, ils sont de groupes différents, mais quand même ce qui les rapproche, c'est d'être pro-européens et qu'ils ont une vraie envie d'Europe et une Europe dans laquelle le citoyen est quand même au centre. Alors, le désamour entre le citoyen et l'Europe est illustré bien sûr par le Brexit, mais regardez cette photo, c'est une manifestation en faveur de l'Europe. Où a-t-elle lieu ? À Londres. Est-ce que ça veut dire que les Britanniques ont des remords aujourd'hui par rapport au Brexit ? Il y a des sondages qui montrent que si les Britanniques revotaient aujourd'hui, ils voteraient de la même manière. Donc des remords, je ne sais pas, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de Britanniques qui sont vraiment désespérés face à ce vote et à toutes ces négociations qui se profilent. Pour eux, c'est un drame, le drame d'une vie. Et c'est vrai pour des citoyens qui ont des droits... Les citoyens européens qui habitent au Royaume-Uni, pour eux aussi c'est très compliqué. Pour les Britanniques qui habitent dans les pays européens, c'est la même chose, c'est dramatique. Donc ce genre de manifestation, il n'y en a pas seulement à Londres, il y en a aussi dans toutes les capitales européennes, ou peut-être pas toutes, mais en tout cas à Bruxelles, à Berlin, c'est des choses qu'on voit maintenant fleurir tous les dimanches. Et c'est un beau signe d'espoir quand même qui montre que l'Union européenne a un avenir et que les citoyens sont là, et là pour être entendus. Et le Brexit, pour vous, c'est un drame ou une chance pour l'Europe ? C'est un drame, évidemment. C'est catastrophique de voir un État membre qui part et surtout, ça laisse la porte ouverte peut-être à d'autres exits. Dans la campagne qui s'ouvre, le Frexit, c'est une crainte vraiment énorme en France et au sein de tous les pays partenaires de la France. C'est quelque chose qui, effectivement, inquiète terriblement. Donc non, un drame humain et pour toute l'Union européenne. Alors, autre image, c'est un dessin qui illustre un texte que vous avez écrit, qui se retrouve sur le web. On indiquera le lien, bien sûr, sur notre site. Une parodie du Petit Prince de Saint-Exupéry, le Petit Prince qui se retrouve sur la planète Europe, et on a l'impression qu'il n'a jamais été aussi perdu. Alors ce texte, je l'ai écrit avec mon collègue et ami Jean Comte, qui travaille aussi à Bruxelles. Et nous avons eu envie effectivement d'écrire pour ce site des Grecs, qui est un collectif, ils se nomment de bas fonctionnaires européens, qui en fait sont tellement déprimés par l'Union européenne aujourd'hui qu'ils ont décidé d'en rire. Et nous, avec Jean, on est un peu dans cette même optique-là. On s'est dit que... à la limite, autant en rire. Et donc, on a imaginé ce petit prince qui arrive sur une 8e planète, la planète Union européenne. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus personne. Il y a un président de la Commission qui est tout seul, complètement désespéré, qui se demande vers où va l'Europe. On lui demande plus d'écrire des directives, on lui demande plus rien. Et le petit prince, lui aussi, essaye de comprendre comment fonctionne l'Union européenne, mais c'est très compliqué, on s'en rend bien compte. Donc, c'est un peu ça qu'on a essayé de dire de cette manière-là. Alors, votre livre se termine par des propositions. Vous avez envie d'être positif et constructif. Parmi ces propositions, c'est de dire les citoyens doivent devenir les co-architectes de l'Europe.
de nouveau, c'est une grande ambition, bien sûr. C'est une grande ambition, mais on pourrait assez concrètement imaginer de demander aux citoyens européens ce qu'ils attendent concrètement aujourd'hui, à l'heure actuelle, de cette Union européenne, qu'on fasse en sorte que ce ne soit pas le monstre bureaucratique qui est sans cesse pointé du doigt par les populistes et qu'on aille vers un modèle qui inclut ces citoyens le plus possible et que du coup, ces citoyens soient pleins d'allant vers l'Union européenne. Ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que l'Europe a l'habitude de régler des crises, mais l'une après l'autre. Et ici, les crises s'accumulent. Il y a le Brexit, la crise des réfugiés, le chômage toujours qui persiste. Voilà, il y a tant de crises à la fois. Et si on prend l'exemple de la crise des réfugiés, on se rend bien compte que quand même Bruxelles a mis du temps à mobiliser ses forces vives et qu'elle aurait pu se rendre compte un petit peu avant qu'on allait forcément arriver à cette situation-là. Ensuite, c'est facile même le seul terme Bruxelles, c'est un peu ambigu parce qu'on se rend compte que c'est le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen qui ne regroupent rien d'autre que les États membres. Donc à partir de là, si même les dirigeants européens n'ont plus vraiment confiance en l'Europe ou n'ont pas forcément envie d'avancer d'une seule voie, c'est compliqué derrière de dire aux citoyens « Ah, vous ne croyez pas à l'Europe » alors qu'ils ont ce modèle-là derrière. Alors, Céline Schoon, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. L'Europe est-elle un enjeu de la présidentielle française ? C'est un enjeu, évidemment, mais on se rend compte que quand même sur 11 candidats aujourd'hui, il y en a 7 qui sont eurosceptiques à des niveaux différents, évidemment. Mais l'Europe, quand on en parle aujourd'hui, c'est souvent en de très mauvais termes. Donc oui, c'est un enjeu de la campagne présidentielle, mais il faut vraiment mettre l'Europe au cœur de cette campagne et en parler dans des termes aussi positifs que ce soit, et pas seulement dans les meetings d'Emmanuel Macron. Merci Céline Schoon d'être venue au bar de l'Europe. Et on va s'attaquer à ce millefeuille. Avec plaisir.